Et maintenant sur votre radio préférée, le Collectif présente... Dans une heure, c'est terminé. Est-ce que c'est une révolution physique ? Toute découverte est une sorte de révolution. Mais ma position, c'est qu'il faut confier aux machines plus de responsabilités. Le Collectif présente. Dans une heure, c'est terminé. C'est une émission sur la citoyenneté et la science. Avec une approche à la fois collective, conviviale et humoristique. Today, we are delighted to have with us as guest on this program, Dans une heure, c'est terminé. Dr. Albert Einstein. Dans un peu plus de 2 mois, soit le dernier week-end de mai, aura lieu la Journée mondiale du jeu. Ah, le jeu, j'adore ça. Pendant l'enfance, ou encore maintenant, seul ou accompagné, devant un écran ou en plein air, j'adore ça. Tiré du mot latin jocus, il regroupe toutes les activités physiques ou psychiques conçues pour divertir l'être humain et durant lesquelles une dépense énergétique, intellectuelle, voire financière, procure aux individus du plaisir. Mais à l'excès, le joueur peut se perdre. Il risque alors d'abandonner sa vie sociale et professionnelle au profit du jeu. De la reconnaissance par l'OMS de l'addiction aux jeux vidéo comme une maladie, à la création d'un master de sciences du jeu à la Haute École de Bruxelles, en passant par un grand jeu à point pour tous les citoyens chinois, nous allons nous intéresser à comment ce concept, encore plus ancien que toutes les cultures, peut passer du ludique au pathologique. Et bien sûr, si cela ne vous plaît pas d'inquiétude, dans une heure, c'est terminé. Ici le Collectif et bonjour à toutes et à toutes, en fait ça va être bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle édition de Dans une heure c'est terminé, vous êtes bien sur Radio Panique 105.4 et aujourd'hui comme vous l'avez sans doute compris nous allons nous intéresser au jeu, mais d'abord petit tour de table. Parce que telle une grande inspectrice, elle sonde nos psychologies pour y dénicher le coupable, elle serait probablement le jeu Cluedo. Bonjour Elissa. Mais bonjour, merci pour cette introduction flatteuse. C'est un plaisir. Ou presque. Parce qu'elle répare les fractures et maintient les gens debout, la tête haute, les empêchant de vaciller, elle serait probablement le jeu Mikado. Bienvenue à toi Sarah Zari. Merci. Parce qu'elle a un pied dans chaque institution scientifique bruxelloise, qu'elle rachètera sans doute tous les hôtels pour en faire des laboratoires, elle serait probablement le jeu Monopoly. Bienvenue à toi Sarah Paul. Bonsoir. Parce qu'il est le seul, l'unique, celui qu'on emporte partout avec soi et qui peut se jouer à 2 ou à plusieurs. Il serait certainement le jeu Uno. Bienvenue Henri. Bonsoir Cédric. Parce que nous apprenons doucement à la connaître, mais qu'elle n'est pas prête d'être démasquée, elle serait le jeu Qui est-ce ? Bienvenue à toi Clémentine. Bonjour. Et parce qu'il veut nous faire croire que ce qu'il fait est compliqué, qu'il y a de vraies compétences à acquérir, il serait probablement le puissance 4. Bienvenue à toi Thibaut de la technique. Bonjour à tous. Et nous avons aujourd'hui en plus le plaisir d'accueillir Michel Van Langendonkt, qui nous parlera plus tard dans l'émission du master en sciences du jeu qu'il a créé ici à Bruxelles. Bonjour Michel. Bonsoir à tous et à toutes. Merci, on est ravis de t'avoir. N'hésite pas à intervenir pendant l'émission. Mais avant toute chose, c'est parti pour le journal des news de l'actu de la science. Pas facile d'être un super-héros. Quand le microbiote se rebiffe, des nouvelles de la recherche en médecine, une ressource d'énergie insoupçonnée, tout ça c'est tout de suite dans le journal des news de l'actu de la science. J'ai vraiment une tendance à très fortement apprécier la science. À moins de vivre dans une grotte, ça n'a pas pu vous échapper. Le très grand physicien Stephen Hawking nous a quittés ce 14 mars. Hawking était cosmologiste, professeur de mathématiques à l'université de Cambridge et particulièrement connu du grand public grâce à son ouvrage de vulgarisation scientifique, Une brève histoire du temps. Il laisse derrière lui un héritage scientifique colossal, principalement dans le domaine de la cosmologie et de la gravité quantique. Il a notamment été le premier à proposer une théorie cosmologiste unifiant la relativité générale et la mécanique quantique. Ce soir, le Collectif voudrait lui rendre un dernier et un immense hommage à ce grand monsieur qui nous a quittés et qui a rejoint les étoiles qu'il aimait tant. So long Stephen et merci pour tout. Merci. Cédric, tu nous parles un peu de cinéma. Alors, le 29 janvier 2018 sortait dans nos salles le film Black Panther. Ce nouveau film Marvel met en scène T'Challa, à la fois super-héros et roi du Wakanda, un pays d'Afrique de l'Est. Ah, le Wakanda, cette nation africaine imaginaire dont les technologies surpassent tout ce qui se fait de pas trop mal sur Terre. Leur secret ? L'utilisation du vibranium, ce métal imaginaire arrivé sur Terre grâce à une météorite et qui compose également le costume du roi T'Challa. Et ce métal est plutôt impressionnant. Il est capable d'absorber
l'énergie cinétique, par exemple celle d'un coup de poing pour la renvoyer dans la tronche de son adversaire. On comprend que Black Panther soit aussi efficace pour sauver le monde. Alors le vibranium rêve ou réalité? Plutôt rêve pour le moment, oui. On arrive à fabriquer des éoliennes capables d'absorber l'énergie du vent pour en faire de l'électricité. Mais bon, pas très pratique de se balader avec une éolienne sur le dos pour sauver le monde. Peut-être que notre salut passera dès lors par le graphène, cette feuille de carbone hyper résistante, légère, flexible, qui conduit la chaleur et l'électricité. Je vais y travailler et je vous tiens au courant. En tout cas, allez voir le film, c'est une vraie réussite. Henri, mais que faire de nos déchets? Eh bien, nous les recyclons, pardi Sarah. Avant-hier s'est déroulée la première journée mondiale du recyclage. L'objectif était de sensibiliser sur la valorisation de nos déchets afin d'en faire la 7e ressource mondiale après l'eau, l'air, le pétrole, le gaz, le charbon et les minéraux. Actuellement, le recyclage permet d'économiser l'émission de pas moins de 700 millions de tonnes de CO2 par an. En gros, c'est l'équivalent de tout le secteur aéronautique. Par ailleurs, la filière du recyclage représente une vraie opportunité économique puisqu'elle crée beaucoup d'emplois qui sont difficilement délocalisables et contribue à hauteur de 400 milliards de dollars au PIB mondial. Une vraie opportunité donc. Elisa, tu nous parles de cellules souches? Eh bien oui, je vous parle d'un début de thérapie par les cellules souches puisque à Londres, 2 patients atteints d'un certain type de dégénérescence maculaire liée à l'âge ont retrouvé la vie grâce à une thérapie par les cellules souches. En gros, le principe de leur maladie, c'est que des vaisseaux sanguins de l'œil fuitaient et du sang ou d'autres fluides se répandaient sur la macula, qui est donc ce qui est constitué des cônes et des bâtonnets qui vous permet donc de voir. Et donc à cause de ça, leur vision était très détériorée, voire ils étaient complètement aveugles. C'est la cause numéro 1 de la perte de vue au Royaume-Uni d'ailleurs. Donc c'est dire à quel point c'est une maladie importante. Et donc certains chercheurs, grâce à des cellules souches, ont réussi à le convertir en cellules épithéliales de la rétine. Et 1 an plus tard, des progrès colossaux ont été dénotés par les patients. Donc ils sont pas avec une vision à 10 sur 10, mais enfin, ils recommencent à lire et ça c'est déjà beaucoup. Et il paraît que Dr House se trompera peut-être un peu moins à l'avenir. À ma gauche, je vous présente le microbiote intestinal ou anciennement appelé flore intestinale. 39 000 milliards de bactéries issues de 1000 espèces différentes. Voici ce qu'on peut retrouver dans le tube digestif d'un être humain en bonne santé. À ma droite, voici les maladies auto-immunes. Lorsqu'un corps humain fabrique des anticorps qui vont ensuite s'attaquer au corps lui-même, nous sommes face à une maladie auto-immune. Un exemple, le lupus, avec ses rougeurs apparaissant sur la peau. Cette fameuse maladie que le Dr House suspecte à chaque épisode sans jamais réussir à mettre la main dessus. Entre les deux, eh bien, une possible relation de cause à effet. Une étude de l'université de Yale apporte la preuve d'un lien entre une bactérie intestinale, Enterococcus gallinarum, et certaines maladies auto-immunes. Cette bactérie intestinale a en effet la particularité d'être capable de quitter l'intestin et de rejoindre des ganglions lymphatiques, le foie ou la rate. L'intérêt thérapeutique, cibler la bactérie plutôt que la maladie en soi, et donc utiliser des antibiotiques et des vaccins pour essayer de guérir la personne. Et enfin, avant de finir, un petit mot sur le Printemps des Sciences. En effet, depuis lundi et jusqu'au dimanche, au bâtiment S du Düsselbosch, 44 avenue Jeanne à Ixelles, le Printemps des Sciences et le Festival du film scientifique de Bruxelles vous accueillent toute la journée pour toute une série d'activités scientifiques sur le thème de la fiction. Vous pouvez retrouver le détail de toutes les activités sur le site d'Inforscience, science.ulb.ac.be/printemps. Pour déjà vous donner une idée, demain après-midi, l'exposition des sciences est ouverte jusqu'à 19h et vous pourrez y voir les projets de recherche des étudiants en 3e année. Par exemple, un atelier sur la lévitation, la lumière en chimie ou les plantes carnivores. En soirée sera diffusé au FFSB 3 films avec comme thème les pouvoirs du vivant. N'oubliez pas la journée spéciale famille dimanche où petits et grands sont attendus pour participer à plein d'expériences plus intéressantes les unes que les autres. Passionnés de sciences, rendez-vous toute la semaine au Düsselbosch et je vous rappelle où trouver le programme science.ulb.ac.be/printemps. Vous écoutez le Collectouf et dans 1 heure, c'est terminé. Dans 1 heure, c'est terminé. Vous écoutez donc bien le Collectouf, c'est dans 1 heure, c'est terminé. Nous sommes sur Radio Panique 105.4. Alors, l'émission, vous l'aurez sans doute compris aujourd'hui, est consacrée au jeu. Et pourquoi le jeu ? Eh bien parce que 2 actualités en ce début d'année 2018 ont interpellé le Collectouf. Premièrement, peut-être l'avez-vous entendu, mais le 5 janvier, l'OMS a annoncé que dans sa nouvelle classification des maladies, qui sortira en juin, figurera une petite nouvelle, l'addiction aux jeux vidéo. L'addiction aux jeux vidéo serait donc une maladie mentale. Alors avant d'effrayer tous les gamers qui nous écoutent, Elisa, est-ce que tu pourrais nous
réexpliquer, nous redéfinir ce qu'on appelle une maladie mentale. Je vais essayer, mais vous allez voir que la définition en tant que telle, elle est assez frustrante. Je vous la donne telle qu'elle, pour que vous vous rendiez bien compte. Les pathologies mentales sont donc des dérèglements des pensées, des émotions et des comportements qui entraînent une détresse et ou des difficultés au travail ou dans les relations sociales. Voilà, ça ne dit pas grand-chose, si ce n'est qu'on est face à des personnes qui, en tout cas, sont en souffrance. Et c'est probablement le point qui est réellement important dans la considération des pathologies mentales, c'est la détresse et la souffrance psychique. Donc on voit pour le côté maladie mentale, mais alors pour le côté addiction, c'est un mot qu'on utilise souvent, mais on n'est sans doute pas nombreux à savoir ce qui peut vraiment se cacher scientifiquement derrière. Effectivement, le problème des addictions, c'est que c'est un concept qui est quand même beaucoup utilisé et souvent un peu n'importe comment. Donc je vais de nouveau vous lire la définition telle qu'elle, juste pour que vous l'ayez dans les oreilles une première fois, mais je vais devoir un petit peu l'expliciter, parce que c'est pas si simple que ça. Donc l'addiction, c'est un processus d'installation et d'automatisation de comportements de recherche de substances psychoactives ou d'activités de renforcement produisant une perte de contrôle du sujet en dépit des conséquences négatives. Je suis sûre que ça parle à tout le monde, je vois vos têtes, c'est sexy, hyper clair. Mais donc le principe, en gros, c'est qu'il s'agit d'un comportement, que ce soit de la consommation d'une substance ou un comportement de jeu, que l'individu ne peut plus contrôler, donc il parvient plus à se retenir, il est dans une recherche frénétique de la substance ou du comportement, et ce, en dépit des conséquences négatives, et c'est surtout cet aspect-là qui est important. Alors je pense qu'on a plus ou moins compris d'un point de vue théorique ce que ça veut dire. D'un point de vue pratique, est-ce que c'est quelque chose qui est visible ou qu'on peut quantifier? Comment est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est tout à fait quantifiable. Il y a eu énormément d'expériences là-dessus et il y en a une qui est très très belle et que j'aimerais bien vous présenter. Alors l'expérience concerne des rats et la cocaïne en tant que telle. Donc c'est pas directement applicable à l'humain, bien sûr, ça reste des rats et pas des êtres humains. Mais malgré tout, ça vous permet de comprendre un petit peu ce qui se passe dans l'effet de la substance en tant que telle et ce qu'est l'addiction. Parce que c'est deux concepts qui sont en réalité différents et que les gens ont souvent tendance à mélanger. Mais je pose le contexte. Donc vous prenez des rats. Et ces rats, pendant 3 mois, ils ont de la cocaïne à disposition. Donc il suffit qu'ils appuient sur un levier et ils reçoivent de la cocaïne. Or, les rats adorent la cocaïne. Donc les rats appuient régulièrement sur le levier. Et donc il y a 3 mois d'habituation où les rats consomment énormément de cocaïne. Au bout de 3 mois, on va introduire certains obstacles dans le comportement des rats. La première chose qu'on va faire, c'est que tout simplement le levier ne fonctionnera plus, donc il n'y aura plus de cocaïne. Et ce qu'on va mesurer, c'est dans quelle mesure est-ce que les rats vont continuer à presser le levier pour recevoir de la cocaïne. Alors que les rats savent, il y a des petites lumières qui s'éclairent dans leur cage qui leur permettent de le savoir, mais donc ils savent que le levier ne donnera plus de cocaïne, mais malgré tout, ils appuient quand même. Et ça, c'est un peu ce qui correspond au fait de parvenir à se retenir. Donc les rats comprennent ou non qu'il n'y aura plus de cocaïne. Il y a l'aspect aussi frénétique, à savoir que ce que les chercheurs font, c'est que les rats ont toujours la possibilité de recevoir de la cocaïne, mais au fur et à mesure, ils doivent appuyer de plus en plus de fois sur le levier pour recevoir la cocaïne. Au bout d'un moment, ça devient trop de travail. Pour recevoir un petit shoot de cocaïne, s'il faut appuyer 55 fois sur le levier, ça devient beaucoup. Donc la question, c'est quels sont les rats qui vont continuer à appuyer comme des fous sur le levier ou quels sont les rats qui vont abandonner. Et ça, c'est vraiment l'aspect de frénésie dans la recherche du comportement. Enfin, il y a l'aspect des conséquences négatives sur lequel j'ai beaucoup insisté tout à l'heure et qui est le fait qu'à un moment, quand les rats vont appuyer sur le levier, ils vont recevoir des chocs électriques en même temps que la cocaïne. Donc ils reçoivent la cocaïne certes, mais c'est associé à un truc qui est fameusement désagréable et que les rats n'aiment pas du tout, qui sont les chocs électriques donc. Donc ça c'est un peu les 3 éléments principaux de l'addiction et ce qui est super intéressant, c'est que malgré le fait que l'ensemble des rats ont été exposés à la cocaïne pendant 3 mois, eh bien seulement 17% d'entre eux vont donc maintenir ces comportements malgré les conséquences négatives, donc maintenir les comportements frénétiques, etc. Donc en fait, l'addiction, ça ne concerne absolument pas du tout tous les consommateurs de substances. Et c'est quelque chose qui est très très prédictif, évidemment, du phénomène de rechute. Et vous seriez quel type de rat? Pensez, c'est plutôt sujet à type de rat à quand même continuer à appuyer sur le levier ou pas du tout? Moi, je pense que je pourrais frénétiquement continuer à appuyer sur ce levier. Je suis un patient à risque au niveau des addictions. Moi, je souris. Ah, voilà. Je vais la noter. Et sur le sujet peut-être plus général, est-ce que cette reconnaissance de l'addiction aux jeux vidéo comme une maladie mentale, c'est quelque chose qui vous étonne ou vous, en tant que citoyen et qu'observateur, vous l'aviez vu venir, vous l'aviez un peu pressenti parce qu'il y a des gens autour de vous ou vous étiez un peu cuit sur votre chaise? Écoute, moi je pensais que c'était déjà le cas, pour tout te dire. Parce qu'il y a des gens autour de toi, t'as l'impression qu'ils sont effectivement addicts aux jeux vidéo? Plutôt dans ma tendre enfance ou dans mon adolescence, oui, effectivement. Je pense que j'ai 2-3 amis qui sont égarés, plus qu'égarés,
à travers tout ça. Donc je pensais que c'était déjà existant. J'ai peut-être entendu que ça existait peut-être dans un autre pays. Et j'ai considéré que c'était le cas en Belgique. Mais non, parce que c'est le classement international des maladies. Voilà, je sais. Je découvre beaucoup de choses. Je suis là aussi pour apprendre. Hein. Moi, j'avais beaucoup de campagnes de sensibilisation dans mon école quand j'étais en secondaire. Et du coup, je ne m'étais pas trop posé la question, mais je savais que c'était peut-être un risque ou un danger. Donc ça ne m'étonne pas plus que ça. Moi, ça ne m'étonne pas non plus. En fait, ce qui m'étonne, c'est d'en faire une entité à part entière. J'ai pas l'impression que ce soit différent de tout autre type d'addiction et j'ai pas l'impression que la prise en charge ou le traitement soit spécialement différent. Pour moi, créer une nouvelle maladie, c'est créer aussi une catégorie à part qui nécessite une prise en charge et un traitement qui est complètement différent du reste des choses connues. Toute pratique à l'excès est problématique et donc c'est pour moi plus une question d'éducation que de médicalisation parfois à outrance aujourd'hui. C'est super intéressant tout ce que vous dites parce qu'effectivement on voit qu'il y a différents points de vue ici qui recoupent l'avis des spécialistes. Donc on a eu l'occasion de partir à la clinique du jeu pathologique de l'hôpital Bruckmann où nous avons rencontré la psychologue en charge, Mélanie Saremans, et on lui a demandé ce qu'elle pensait de cette introduction de l'addiction aux jeux vidéo dans le classement international des maladies. Nous, on évite vraiment de poser des diagnostics avec les personnes qui viennent donc nous voir. Tout simplement parce que on est souvent en face de jeunes adolescents qui sont dans une période de grands changements. On a souvent donc des personnalités qui sont très introverties, de nature anxieuse, beaucoup d'anxiété sociale, voire des phobies sociales aussi, où là, la personne peut se replier dans les jeux vidéo, ne plus sortir de sa chambre. Et donc là, les parents viennent nous voir en disant « mais mon jeune, il est complètement accro, il est addict ». En fait, non, il a une anxiété sociale qui est généralisée, qui s'est vraiment transformée en une véritable phobie où le jeune va venir en consultation en tremblant, en rasant les murs. Mais ce n'est pas parce qu'il est en manque, c'est parce qu'il n'ose plus se confronter à l'extérieur. Le fait de poser un diagnostic va vraiment les stigmatiser, les enfermer. Ça va minorer peut-être une estime de soi qui est déjà assez basse. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il ne faut pas se tromper de cible. Parce que si on cible uniquement le jeu vidéo et que moi, mon but finalement ce serait d'éradiquer ce comportement, ce serait dramatique parce que c'est ce qui finalement rééquilibre tout l'univers de ce jeune. Là, il peut quand même encore avoir certains besoins sociaux qui sont comblés, une valorisation, voilà, à minima, mais c'est ce qui permet d'éviter aussi un effondrement dépressif. Et donc, nous allons plutôt regarder pour cet individu donné, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les difficultés, quels sont les troubles associés, quel est son contexte de vie, quels sont les facteurs déclenchants. Voilà, on va vraiment avoir une vision holistique de la situation et donc on va toujours s'adapter à la personne. Dans nos consultations, assez étrangement, on parle très peu finalement du jeu. On l'explore avec le jeune pour voir qu'est-ce qu'il va y trouver, quel rôle il a, est-ce qu'il joue seul, est-ce qu'il joue en réseau, est-ce qu'il est bon, comment il se perçoit. Et là, on va essayer de se passer finalement du jeu vidéo comme seule réponse, comme seule stratégie de coping à des situations qui sont difficiles pour ce jeune. Vous écoutez, dans une heure, c'est terminé. Le message principal qui ressort, c'est que la personne qu'on a rencontrée n'est pas très folichonne à l'idée que l'addiction aux jeux vidéo intègre la classification des maladies. Mais ce qu'elle dit quand même, c'est que cette addiction n'est jamais en fait traitée en tant que telle. Il visualise cette addiction aux jeux vidéo comme le symptôme de quelque chose, à savoir un malaise plus général dans la vie de l'adolescence, si j'ai bien compris. Et donc, il y a des tas de choses qui ne vont pas sur le plan familial ou sur le plan scolaire et que un petit peu la béquille qu'utilise le jeune, c'est ce comportement où il va énormément jouer aux jeux vidéo. Alors, je me posais quand même la question, Elisa, vu que tu es la plus calée sur ce sujet, rassure-moi. Ce relativisme dans le traitement, ça vaut que pour les jeux vidéo, pour l'addiction à l'héroïne, ils traitent bien l'addiction à l'héroïne et ils se demandent pas si le monsieur qui consomme de l'héroïne, en fait, il faut pas régler ses problèmes familiaux d'abord et blablabla. En fait, la réponse, c'est les deux. Effectivement, il y a quelque chose de spécifique dans la prise en charge des addictions qui sont liées à des substances, parce que simplement, la substance en tant que telle, elle a un effet sur le corps. Et il y a un effet d'habituation qui enclenche des symptômes de sevrage si vous arrêtez la substance d'un coup. Donc nécessairement, il y a une prise en charge de la substance en tant que telle, parce que par exemple, si vous arrêtez l'alcool en une fois, il y a des risques de délirium tremens, des risques d'épilepsie qui peuvent être mortels en fait pour le patient. Donc c'est pas quelque chose que les personnes peuvent faire comme ça chez elles. Elles ont vraiment besoin d'une prise en charge médicale qui est spécifique à l'arrêt de la substance en tant que telle. Maintenant, ce que Mélanie Saremans précise par rapport à la prise en charge de l'addiction, en fait c'est super important. Parce que la question c'est toujours dans quel contexte et comment est-ce que l'addiction s'est
installé. Donc, comme je l'ai dit dans la définition, l'addiction recoupe à la fois les processus d'installation, mais aussi les processus d'automatisation. Donc, au bout d'un moment, l'addiction en tant que telle, elle est automatique. Le fait de consommer, ça n'a plus de signification en tant que tel, mais dans un premier temps, le comportement a eu un rôle et a eu une fonction. Et c'est hyper important d'identifier à la fois l'automatisation et l'installation du processus, parce que si vous résolvez que le problème d'automatisation, ben la personne, dès qu'elle va se retrouver en détresse, dès qu'elle va sortir de sa prise en charge, elle va devoir retrouver une autre solution et en général, elle rechute. Donc, la prise en charge du pourquoi, elle est aussi importante dans les autres addictions. Encore une fois, c'est pas du tout spécifique au jeu. Je veux dire, ça reste la même chose pour toutes les addictions parce que, pareil pour celui qui consomme une substance, une fois qu'il sera sevré sa substance, s'il reste dans le même contexte psycho-affectif ou psychosocial, il va finir par retomber. Peut-être que ça peut être un facteur de rechute ou peut-être qu'il choisira autre chose comme addiction. Donc, C'est vrai, mais dans les systèmes de classification, donc que ce soit le CIM ici ou alors le DSM qui est vraiment lié aux pathologies mentales en particulier, en fait, elles sont pas regroupées en une seule entité. On parle pas des addictions de manière générale. On parle de l'addiction à l'alcool, l'addiction aux substances et en fait, c'est des choses qui sont différentes. Donc, à partir du moment où vous le définissez pas, ben, ces trucs, en quelque sorte, pour la médecine, n'existent pas. Donc, il y a un double risque, en fait. Le premier risque, c'est comme elle dit, c'est qu'il y a une surpathologisation qui risque d'apparaître surtout dans l'adolescence. Mais l'autre problème, c'est que si la dénomination n'existe pas, ben, ces gens sont considérés comme n'étant pas malades. Voilà. Merci Elisa. Et donc on a demandé, pardon j'ai oublié son nom Elisa. Mélanie Sarremans. Mélanie Sarremans, ce qu'il en était pour la prévention, pour que ce genre de choses n'arrive pas, que peuvent faire les parents ou les proches de quelqu'un dont on pense qu'il est susceptible de tomber là-dedans? Qu'est-ce qu'on peut faire? La prévention, c'est d'expliquer aux parents, d'encadrer, de mettre des limites claires, de respecter les limites d'âge, de pouvoir en parler, de pouvoir parler aux jeunes, même si on trouve que ces activités elles sont un peu stupides du point de vue des parents, c'est de pouvoir quand même s'intéresser pour garder la communication justement présente et éviter que le jeune il se dise ok, c'est pas avec mes parents que je vais pouvoir partager tout mon monde intérieur, donc c'est avec les copains et petit à petit ils vont aussi se replier. C'est finalement assez logique. Je pense que les gens sont au courant que ce type de comportement peut être à risque de développer une dépendance. Par contre, je pense que peut-être l'information qui est transmise dans les médias n'est peut-être pas assez nuancée. On fait souvent l'amalgame et voilà, on ne sait pas vraiment différencier un investissement passionnel qui serait propre à l'adolescence d'une addiction. Dans ce sens-là, c'est important d'aller plus en profondeur, d'aller plus justement gratter ce qu'il y a en dessous. Et donc de manière générale, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous trouvez que les politiques de santé en Belgique informent assez les gens sur l'addiction de manière générale? Est-ce que vous voyez beaucoup de choses? Est-ce que ça vous touche? Est-ce que vous trouvez ces campagnes, lorsqu'elles sont faites, intelligentes? Surtout que les addictions, on peut peut-être un peu s'écarter du jeu vidéo. Moi, j'ai pas l'impression qu'on est non plus canardé de. Oui, canardé. Canardé, ouais, mitraillé. Mitraillé, c'est ça. C'est plutôt mitraillé d'informations de cet ordre-là. Il y a principalement, à mon sens, des sensibilisations au niveau du tabac. Je vois pas tellement de choses au niveau de l'alcool ou des drogues. Je suis pas sûr que ce soit si courant que ça. Après, je ne sais pas du tout si ces campagnes d'information ont réellement un effet sur les gens qui ont un problème d'addiction. Je ne sais pas vraiment si c'est probant, s'il y a des résultats suite à ce genre de campagne. En tout cas, par rapport à ce qui est de l'alcool, sur le campus de l'ULP, il y a toute une campagne d'affiches en ce moment de prévention par rapport à la consommation d'alcool. Donc ça déjà. Mais moi, je rejoins un peu Henri sur ça parce que je pense, comme tu dis, ça touche pas assez de monde pour que la santé publique investisse dans ça. En général, ils investissent dans des grosses campagnes de sensibilisation quand ça touche une grosse population, un peu comme les cancers, quoi, ou les MST. Maintenant, je connais pas du tout les chiffres et je ne connais pas la portée des addictions, mais... Moi, je vais être un petit peu polémique ici, parce qu'en fait, le phénomène d'addiction, et peu importe, d'autant plus si on regroupe alcool, tabac, sucre, café, toutes ces substances auxquelles on ne pense pas nécessairement, mais auxquelles on est en réalité très 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 addict. Donc c'est un phénomène qui concerne énormément de monde en réalité. Maintenant, le vrai problème, et c'est connu, donc je ne suis pas en train de lancer une théorie du complot, mais qu'en fait, la consommation d'alcool et de tabac, c'est quelque chose qui rapporte aussi énormément d'argent à l'État. Donc... il y a toujours la balance entre les deux. Henri ? Non, pas du tout. Mais tu allais lancer la musique, non ? C'est le moment musical. J'allais lancer la musique. Que va-t-on écouter, Henri ? Eh bien, écoute, c'est Thibaut qui va nous le dire.
Je pense que c'est Tommy Genesis, c'est ça? Non, c'est pas ça. Si, c'est Tommy Genesis, et je ne sais pas quel morceau c'est. C'est Lucky de Tommy Genesis. I'm coming in, all this in. You know I've been talking a lot. Meet me outside, at my side. Wait for the ride, I need a shot. I pretend I don't see you texting. You pretend you don't see me wildin'. I get mad at you when you call back. You get mad at me when I look sad. I don't think you are very lucky. I'm so 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 lucky. I'm coming up. Look at my luck. Look at me fuck. Look at my face. Only thing more pretty is my pussy. Look at my face. Only thing more pretty is my pussy. It gon' be okay. It gon' be okay. It gon' be okay. It gon' be okay. I pretend I don't see you texting. You pretend you don't see me wildin'. I get mad at you when you call back. You get mad at me when I look sad. I don't think you are very lucky. I'm so 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 lucky. Vous êtes bien sur Radio Panique 105.4 et le collectif est toujours aussi ravi de passer un moment avec vous. C'est dans une heure, c'est terminé. Émission consacrée au jeu. Et, pardon, excusez-moi, on me dit dans le casque que les programmes vont devoir être suspendus. Il y a un discours du Premier ministre belge actuellement. Oh Belgique, oh mère chérie, à toi nos cœurs, à toi nos bras, le roi, la loi, la liberté, le roi, la loi, la liberté. Oui, je suis patriote, chers concitoyens, ce pays, je l'aime plus que tout, et je vais vous le faire aimer autant que moi. Les flamingants séparatistes de mes deux, buiten, dehors. Les Bruxellois jamais contents, je ne veux plus les voir. Les Wallons qui disent qu'ils vont faire quelque chose, mais qui en réalité se tournent les pouces, c'est terminé. Oui, nous avons 3 régions, 10 provinces, 3 communautés, 589 communes. Oui, ça nous coûte un pont. Oui, il pleut un jour sur 2. Oui, on ne va pas se le cacher, le RER ne verra jamais le jour. Oui, il nous faut 45 minutes pour faire 10 km sur le ring entre Grand-Bigard et Zaventem. Oui, le cours de la frite ne cesse d'augmenter, mais c'est fini de râler maintenant. Il y a 2 jours, j'ai rencontré mon homologue chinois, qui va mettre en place un système novateur.
Assurant que tous les Chinois aiment leur pays, eh bien, ce système, je vais le mettre en application dès demain, chez nous, afin de faire rayonner notre beau et plat pays à travers le monde. Je peux vous dire que les récalcitrants ne vont pas faire long feu. Dans la pratique, c'est très simple. Tu achètes une pomme de terre bien belge, tu as droit à 5 mannequin pieces. Oui, les Chinois fonctionnent avec des points, moi ce sera avec des mannequin pieces, et puis c'est tout. Donc, tu achètes une pomme de terre bien belge, tu as droit à 5 mannequin pieces. Tu achètes une tomate espagnole, tu as droit à 0 mannequin pieces. Tu roules avec un bon vélo construit en Flandre, 5 mannequin pieces. Tu préfères te déplacer avec une grosse berline allemande, 0 mannequin pieces. Tu travailles bien pour produire plein de richesses pour notre patrie, 5 mannequin pieces. Tu es au CPS, 0 mannequin pieces. Tu n'es pas d'accord avec ce nouveau système, 0 mannequin pieces. Tu fais la promotion de notre beau et plat pays auprès de la presse étrangère, 5 mannequin pieces. Si tu as plein de points, tu n'as que des avantages. Tu peux passer devant tout le monde dans la file du Colruyt. L'âge légal de la pension passe à 52 ans. Ton abonnement au Stipp, Tech, de l'Inde est gratuit. Tu as 20% de réduction dans toutes les bonnes friteries. J'en passe des meilleurs. Si tu n'as pas beaucoup de points, là par contre, mon coco, tu es un peu dans la merde. FDB, fier d'être belge. Henri, merci. Pardon, je reprends doucement mes esprits. Merci pour cette chronique. Et voilà, c'est une tradition dans notre émission. Mais je pense qu'une question nous anime tous. Pourquoi ? Quel est le message ? De quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Peut-être que vous ne faites pas directement le lien avec le thème du jeu, mais c'était pour introduire la deuxième partie de cette émission, à savoir la gamification ou ludification en français. Je vais peut-être utiliser ce terme, il est plus accessible pour moi. Donc la ludification, qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est l'idée que de plus en plus, dans les entreprises, au niveau de l'enseignement, dans des politiques citoyennes, on utilise un petit peu partout les codes du jeu. Donc ça peut se traduire en termes de politique citoyenne, comme cette initiative un petit peu navrante en Chine qui nous avait un petit peu interpellés, à savoir que les Chinois vont se voir attribuer une note sociale, et en fonction de cette note, ils vont pouvoir prendre le train, ne pas prendre le train, avoir tel ou tel avantage. Au niveau de l'entreprise, on entend énormément parler, ça peut soit se traduire par le fait que le jeu est beaucoup plus présent pour détendre les employés, pour qu'ils soient potentiellement plus productifs après, ou même juste dans des méthodes de management ou de gestion d'entreprise, ce qui veut dire la même chose, pardon, eh bien, aussi utiliser de différentes manières le jeu. Mais je pense que Michel, ici présent, pourra nous expliquer ça plus longuement et bien mieux que moi. Donc je propose maintenant de laisser un petit peu plus la parole à Michel, qui, je le rappelle, est le fondateur du Master en sciences du jeu à la Haute École de Bruxelles. Et j'aurai d'abord une première question pour Michel. Pourquoi un Master en sciences du jeu ? Pourquoi ? Parce que le jeu nous construit, il nous entretient et au besoin, il nous répare. Donc il est temps de le prendre au sérieux. Évidemment, on prend toujours un recul par rapport au jeu parce que, par définition, on l'estime frivole et donc on investit simplement du plaisir et de la gratuité, mais il apporte énormément de choses. Donc, s'y intéresser de manière un peu sérieuse, il était en France, par exemple, un master en sciences du jeu existe depuis 30 ans. Là, nous en sommes à notre 5e année, donc forcément, je pense que il était temps, mais c'est unique en Belgique en tout cas. Il n'y a pas d'autres diplômes de ce type. Et est-ce que tu sais nous dire en 2 mots quels sont les types de cours que vous dispensez ? Alors, il y a 4 axes de formation. Il y a tout ce qui est game design, c'est-à-dire la réflexion sur la fabrication d'outils, la réflexion sur l'élaboration de jeux de toutes pièces, de A à Z, avec un objectif et un public spécifique ou pas. Il y a toute la ludopédagogie qui est le fait d'amener des contenus par le jeu. Il y a tous les aspects de mise en jeu qui sont repris sous cette rubrique également. Il y a la ludothéconomie qui est la gestion de collections ludiques ou le montage d'un projet de type ludothèque ou service ludique d'une manière générale. Et puis alors les cours généraux, je dirais intellectuels, parce qu'on joue et puis on réfléchit, mais avec des regards philosophiques, socio-anthropologiques, historiques et psychologie au niveau du jeu. Donc les 4 axes sont repris et ça s'adresse à toute personne qui a un grade de bachelier
pour utiliser le jeu dans sa pratique professionnelle. Je t'entends dire que le jeu peut réparer, donc je suppose que ça veut dire un petit peu psychologiquement. C'est une idée que je ne connais pas bien. Tu peux peut-être nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, d'être réparé par le jeu ? C'est une forme de pédagogie du détour. Ça permet en fait de, par une activité, se transposer et oublier de se focaliser sur ce qui ne va pas. Forcément, c'est un peu la définition du jeu. Le fait qu'on bascule dans une réalité seconde et on se laisse aller, on s'autorise des choses, des expériences, et donc c'est un apprentissage majeur, mais ça nous transporte aussi. Une forme d'état second qui n'est pas le sommeil, mais qui n'est pas non plus le conscient. C'est une forme de subconscient, le jeu, quelque part, puisque c'est une parenthèse d'existence, mais c'est aussi une école de vie, quelque part. Donc, le détour, lorsque quelque chose ne va pas, aide beaucoup. Donc, dans les hôpitaux, pour les personnes fragilisées, pour toutes sortes de publics, il y a une forme de résilience qui passe par le jeu. Par rapport à l'actualité dont on vient de parler, donc en Chine, ces phénomènes de gamification, qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que spécialiste du jeu ? Je pense qu'on confond deux choses. La gamification est pour moi plus une pointification, c'est-à-dire que on induit des formes de récompenses rapides et fréquentes dans des activités. On retrouve les mécanismes qu'on a dans certains jeux vidéo notamment, où on va aller vers les petites récompenses qui apparaissent à l'écran très très rapidement. Ça nous permet d'avancer à petits pas, puisque on n'a pas besoin d'un horizon lointain. Chaque fois qu'on bouge, on est récompensé. Et donc, ça permet d'avancer quelque part. Et bon, les Weight Watchers ont fait ça très bien il y a très longtemps déjà. Et donc, la gamification, c'est pas une ludification, malheureusement. C'est pas plus de liberté dans un cocon de règles, comme on pourrait l'imaginer. C'est des mécanismes d'encouragement qui sont assez peu ludiques au final. J'avais une question à poser par rapport au type de bachelier au final. Enfin, quel type de gens vous avez dans votre... C'est plutôt des gens qui viennent d'études de sociologie ou des gens qui sont déjà chefs d'entreprise et qui veulent... Il y a 3 types de publics. Tout le secteur éducatif, donc beaucoup d'enseignants qui veulent utiliser le jeu dans leur classe. Il y a les éducateurs spécialisés, évidemment. Tout le... on va dire la remédiation de type éducatif, logopède, ergo, donc c'est proche du paramédical à ce moment-là. Et puis alors il y a tout le social, les bibliothécaires documentalistes, les assistants sociaux, il y a vraiment un panel assez large. Et puis de toute manière, quelqu'un qui est passionné par le jeu et qui a envie de l'utiliser professionnellement ou cherche une reconversion peut passer par cette case-là, c'est vraiment idéal de ce point de vue-là. Bon, c'est à organiser, à réadapter pour permettre aux gens qui travaillent déjà à ce moment-là de le suivre. Donc je suppose que pour chaque personne, il y a plus ou moins une adaptation du cursus. Pas vraiment, c'est pas le cursus qui s'adapte, mais que chaque personne a la possibilité peut-être d'intégrer son background dans le cursus. Il y a le côté self-service et auberge espagnole en même temps, puisque le cursus, il est pour tout le monde, puisqu'on aborde tous les aspects du jeu, tout le monde prend tout, quelque part, mais se sert dans ce tout pour ce qui va nourrir son projet. Le fil rouge, c'est le projet personnel de l'étudiant, en fait. Moi, je suis un jeune trentenaire, et je vois depuis 5-6 ans mon entourage qui devient vraiment féru d'organiser des soirées jeux à tout va jusqu'à 2h du matin. Je m'y intéresse, peut-être pas encore assez, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu une scission générationnelle où il y a eu un trou, on s'est beaucoup plus éloigné de tout ça, et qu'en tout cas pour ma génération, on y revient de plus en plus. Oui, il y a eu au milieu des années 90 une réouverture du marché allemand, parce que ces jeux de société dits à l'allemande ou Eurogames ont une grande diversité et une qualité des mécanismes qu'on ne connaissait plus avec les majors américains
qui nous rendent le Monopoly ou le Cluedo, ou etc., sous la forme énième. Ici, la diversité est beaucoup plus grande, mais c'est depuis le milieu des années 90. Et donc, aujourd'hui, la nouvelle génération est née avec cette ouverture du marché allemand. Et donc se reconnaissent dans ce plaisir d'être ensemble autour d'une table. Donc c'est récent, mais aujourd'hui ils ont leurs propres enfants et donc la rupture éducative qu'on avait connue, aujourd'hui elle rentre dans l'ordre. Je reviens sur le master, une petite question. C'est en cours du jour ou en cours du soir? C'est horaire adapté, donc c'est en soirée et le samedi après-midi. Okay. Et avec étalement possible pour ceux qui ont une charge familiale ou un horaire de temps plein. J'ai une question peut-être, je ne sais pas si c'est poil à gratter, mais quand je parle parfois de ludification autour de moi, il y a des gens qui parlent un petit peu de ça avec dédain et qui parlent d'une forme d'infantilisation de la société. Je suppose que c'est un propos que vous ne rejoignez pas, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous ne pensez pas que c'est une forme d'infantilisation ? C'est pas une forme d'infantilisation de jouer, c'est quelque part faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux, donc prendre de la distance par rapport à la réalité. Et donc de ce point de vue-là, non. Jouer, c'est s'autoriser à exister différemment. Mais il faut pouvoir ne pas se prendre au sérieux pour faire les choses sérieusement, justement. Et donc, s'il y a une forme d'exorcisation, dans le sens où il y a certains, je sais pas moi, comportements ou pulsions qu'on pourrait avoir dans la vraie vie qu'il vaut mieux relarguer dans un jeu parce qu'elles seront à ce moment-là canalisées. Et donc, c'est une forme d'exutoire aussi de jouer pour être un petit peu quelqu'un de respectable dans la vie réelle. Oui, il y a ce qu'on appelle une catharsis dans certains jeux, forcément. Le jeu est amoral, il n'est pas ni immoral, ni moral. C'est l'accompagnement qu'on en fait qui crée quelque chose. Donc de ce point de vue-là, juger le jeu est absurde. Le jeu fait partie de nous, est important pour chacun d'entre nous, mais il convient de le réfléchir pour ne pas le subir, tout simplement. Et donc, il faut rappeler que le jeu, c'est bon pour la santé, à 99% des cas. Et souvent, on ressort évidemment le petit centième là qui peut poser problème. Comme on l'a un peu fait ce soir. Oui, ben voilà. Donc, il est bon de recadrer tout ça, évidemment. Et aussi par rapport aux jeux vidéo, maintenant, il y a des... Enfin, le e-sport, c'est de plus en plus reconnu, je pense. Et il y a des gens qui en font vraiment leur métier, ce qu'on n'imaginait pas du tout il y a 10 ans, je pense. Alors que maintenant, ça semble assez... Enfin, ça semble pas encore normal, je pense, mais ça peut le devenir. Même par rapport aux Jeux Olympiques, etc., il y avait aussi une demande de reconnaissance du e-sport comme un vrai sport, parce que c'est aussi physique parfois. Oui, le côté... Le e-sport, c'est les jeux vidéo. Oui, le côté sport est une dimension du jeu parmi d'autres, mais on se trompe en y mettant l'aspect physique avant tout. Le fait que c'est un sport est plus dans l'institutionnalisation de la compétition. Et donc le caractère évidemment de spectacle et l'argent, les récompenses, la professionnalisation qui fait que ça devient un sport. Ce qui fait que le tir à la carabine est olympique, la dépense physique n'est pas développée particulièrement, mais donc c'est cette structuration qui est particulière. Et donc l'e-sport, oui, c'est une tendance lourde forcément, mais qui est de nouveau un côté... pas nécessairement... c'est très visible, mais c'est probablement pas le plus important dans le jeu et dans la manière de jouer et d'utiliser le jeu. Mais bien sûr, au niveau du spectacle, de l'argent qui est en jeu, des enjeux plutôt que du jeu, c'est important. À présent, une petite interlude musicale. Ça ne se dit plus à la radio. Je suis quelqu'un de moderne, c'est une interlude musicale. On va écouter Aaron.
walked away, 'cause you're so deep to the bones, and I was all yours, I was all yours, yes. I walked away from everything, but now I'm good, I'm gone, I got nothing to lose. My hands are in my pocket, and my thoughts on the move. I roam the streets like a fish in the sea. I've been dealing with the cities enough to be free. We pushed the boundaries way too far, but it was so beautiful. I loved you and I loved us, living for wanderlust. You think you can tell when everything will crumble, but this is your life and there is nothing to change it. You think you can hold on everything you know, and everything will go right. I walked away 'cause you said to do the bounds, and now I'm home. I was all yours, yes. I walked away from everything you know. I'm good, I'm gone, this is like it's frozen. I'm gazing at the wall, gazing, I'm holding my fate. The cold find that life's just a long migration towards the sun, I guess, towards the sun, I guess. Far in distance there is hope, or at least another round. When a day just out of tune, I see you in the neighborhood. You think you can tell when everything will crumble, but this is your life and there is nothing to change it. You think you can hold on everything you know, and everything will go. Vous écoutez le Collectouf et dans 1 heure, c'est terminé. Dans 1 heure, c'est terminé. Il nous reste encore 2-3 questions à poser, dont une qui nous semblait essentielle puisque nous sommes en train de parler de jeu, savoir si ces personnes qui sont autour de la table sont de bons ou de mauvais perdants. Elisa. A priori, ni l'un ni l'autre. Je suis surtout allergique à la compétition, et donc les jeux où il y a des gagnants et des perdants, en fait, la plupart du temps, me crispent. Je préfère les jeux d'équipe. J'aime mieux ça. Sarah. Moi, je rejoins Elisa. Quand j'étais petite, je faisais du basket et ça m'allait très bien. Et maintenant, j'adore faire les escape games et c'est aussi des jeux Plutôt d'équipe, quoi. Collaboration. Oui. De collaboration. Mais je déteste les mauvais perdants. Michel, toi qui joues sans doute le plus. Oui, je suis plutôt bon perdant, mais j'essaye d'être bon gagnant. C'est un juste équilibre. Moi, je suis... Bon, quand je joue, c'est pour gagner. Mais après, si je perds, ça me dérange pas. Non. Enfin, c'est pas grave, quoi. C'est vraiment pas... Parce que typiquement le discours d'un mauvais perdant. Non, parce que... Non, c'est pas ça. J'essaie de faire au mieux pour gagner, parce que c'est quand même le but du jeu, au final. Et... aussi s'amuser, mais j'aime beaucoup les jeux en coopération. C'est vraiment chouette quand toute l'équipe s'y met. Ça m'amuse autant qu'un jeu en compétition. Mais bon, voilà. Après, je joue avec des gens qui sont aussi dans ce mot d'ordre, on joue pour gagner. Mais après, quand on perd, c'est pas grave, parce qu'on vient tous à gagner à un moment. Donc... Le jeu coopératif est une tendance très actuelle du marché des jeux de société contemporains. Donc on gagne ou on perd tous ensemble contre le jeu. Ouais. Et ça permet de juguler les mauvais perdants et les mauvais gagnants en même temps. C'est comme le Mysterium, non? Mysterium, oui, absolument. En plus, il est asymétrique, celui-là. Donc on n'a pas tous les mêmes rôles. C'est particulièrement intéressant. Moi, je suis pas du tout mauvais perdant, mais ça me dérange vraiment pas de gagner. C'est un très mauvais gagnant, peut-être. La technique, vous avez un avis? Moi, je travaille beaucoup pour me faire passer pour un bon perdant. Très bien. Et toi, Henri?
Bien, moi en fait, je suis plutôt un assez bon perdant, mais j'adore faire perdre les mauvais perdants. Et c'est vraiment quelque chose qui me détend, donc finalement j'aime vraiment bien gagner parce que ça me détend de faire perdre les mauvais perdants. Michel, juste pour conclure, est-ce qu'on pourrait te demander si tu as 2-3 jeux comme ça à nous conseiller qui viennent de sortir récemment ou vraiment les jeux dont tu es particulièrement fan, qui pourraient plaire à un large public? Le Monopoly, le Cluedo. Non, je vais prendre le contre-pied en disant que pour moi, s'il fallait garder un jeu, ce serait le Go. Parce qu'il faut quoi, 30 secondes pour apprendre les règles du Go, c'est vraiment tout simple. Ouais. Mais après, on peut faire sa vie avec. Mais il y a des jeux d'édition contemporains qui sont très sympas, évidemment. Dans les escape games, si vous voulez pas dépenser des sommes folles, vous pouvez vous partager un unlock avec une petite application et on a des énigmes qu'on résout ensemble et c'est un jeu très très sympa. Il y a Azul qui est tout récent celui-là, plutôt sur les couleurs, les assemblages, qui est un bon jeu de société aussi. Évidemment les classiques Colons de Catane, Aventuriers du Rail qui sont déjà un peu plus anciens ceux-là. Ce sont tous des bons jeux. Avant tout, essayez, tentez. La diversité est vraiment très très grande aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup Michel. Dans cette émission, nous essayons de passer un message citoyen, scientifique, d'apporter du contenu, mais nous adorons aussi jouer. Et notre petite détente mensuelle, c'est notre fiction. Je vous propose à présent d'écouter le 3e épisode des Super Mannequins. Ce sont des stouffeurs. La drache ne leur fait pas peur. Ils agissent en stomanie. Ce sont les super mannequins. Super mannequins. Super mannequins. 70, le deuxième était le... L'année 2018 s'ouvre tristement puisqu'on apprend à l'instant que France Gall nous a quittés à l'âge de 70 ans. Cette annonce ne fait qu'endeuiller davantage la scène française qui vient de perdre Johnny Hallyday. À croire qu'une malédiction s'abat sur les stars françaises. Vous entendez? Une malédiction. Disparition étrange. Faudrait pas qu'elle touche nos stars à nous, hein, petit Les belge. proches de Michel Sardou sont sans nouvelles de... Allô? Super con? Oui? C'est qui? Professeur Duval à l'appareil. Qui est à l'appareil? J'ai appris que vous aviez les chocottes que les stars belges se fassent zigouiller. C'est qui au téléphone? C'est professeur Duval à l'appareil. Super con? Oui? Et qu'est-ce qu'il veut? Je viens justement de terminer la construction d'un bunker totalement furtif. Il veut quoi? Nous pourrions y cacher discrètement nos stars de la chanson. Il raconte quoi? Il veut réunir toutes nos stars dans un bunker. Un bunker furtif, quoi. Cela les mettrait à l'abri de toute malédiction. Idée sublime. Incognito, ni vu ni connu. Complètement incognito. C'est une idée géniale, hein? Si je peux me permettre, je trouve que ce patriotisme exacerbé à l'heure actuelle est révolu. Oui, super militante, vous avez Qu'est-ce raison. que vous faites des stars croates? Qu'est-ce que vous faites de la scène québécoise? Hein? Tout le monde peut crever sauf les Belges, c'est ça? Maudit tabernacle. Céline Dion est en danger. Mais non, super mauvais accent, pas que je sache. Mais je ne voudrais pas que les super mannequins virent dans le nationalisme à l'extrême. Notre mission est bien plus noble. Oui, super militante, vous avez raison. Pas de nationalisme, je sais. Mais bon, priorité à nos bons petits Belges quand même. Que suggérez-vous, super bourgmestre? Super mule. Allez, à la rencontre des stars belges de la chanson. Et ramenez-les dans le bunker du professeur. Nous entamons l'opération Sauvons nos stars. Super con? Ah, bonsoir Annie, ça va? Et Salvatore, quelle nouvelle? Merci de vous être déplacé. La réunion va commencer. Prenez un verre en attendant. Et lui? Qui c'est lui? Je ne sais pas. Vous êtes qui, toi? C'est sur invitation, hein? Bah, je m'appelle Gilles. Bah, du coup, appelle-moi Gilou. Et vous venez d'où? De Binche, carrément, quoi. La commune de Binche. Ah, c'est ça, cet accoutrement excessivement ridicule. Vous avez votre invitation? Non, je suis là parce que c'est le carnaval, du coup. Et pourquoi avez-vous le visage tout noir? Tous les Gilles de Binche sont noirs. C'est pour faire peur aux enfants. C'est bien connu. Ah non, ça, c'est Père Fouettard. Et normalement, il traîne avec Saint-Nicolas, et là, je vois pas de Saint-Nicolas. En plus, c'est raciste, votre... Bah, j'ai apporté des oranges, du coup. Des agrumes, quoi, carrément. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, nous avons ici un Gilles de Binche qui se prend pour le Père Fouettard. J'ai apporté des oranges. Vous en voulez?
Non merci, je ne mange des oranges que quand c'est la saison. Moi, j'en veux bien une. Merci. Eh mais du coup, super con, je peux rentrer? Mes très chers stars, si vous êtes tous réunis aujourd'hui... Super con est mort! Formidable. Mais non, le maestro, ce n'est pas formidable! De quoi est-il mort? De quoi est-il décédé? Il a mangé une orange empoisonnée, offerte par Gilles de Binche. Il me semblait bien qu'il n'y connaissait rien au folklore belge. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Superco était quand même mon super ami. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi as-tu tué Superco? Le gilet gentil? Pourquoi tu es méchant? Gilles, ça commence avec un G, comme gentil. En plus, le bourgmestre de Binche est mon ami. Pourquoi t'as fait ça? Parce que la malédiction, c'est moi, c'est Bibi. Mais c'est pas Gilles de Binche, c'est Michel Sardou. C'est lui qui a exterminé toutes les stars françaises. Et maintenant, il veut faire pareil avec nos stars à nous. Annie, Stro, Salvatore, Loïc, Arnaud, attrapez-le. Ce sera pas si facile avec ceci. Bon sang, Brûlé ouais, j'adore cette chanson. au vent des landes de pierre. Ouais, Michel, t'es trop chouette. J'adore ce morceau. C'est pour les vivants. J'aime quand même bien fort cette chanson. Mais arrêtez! Ne vous laissez pas berner par le rythme super entraînant de cette chanson. C'est un facho, c'est un colonialiste, un misogyne, un homophobe. Et en plus, il est moche. Je suis en direct du super bunker des super mannequins où il semblerait que toutes les stars belges se soient réfugiées. Allez, tous avec moi. Difficile pour moi de vous dire ce qui s'y passe, mais d'après mes sources, tout le monde a l'air d'y faire la teuf depuis bientôt 17 jours avec Michel Sardou, que l'on croyait disparu. Manifestement, l'opération Sauvons nos stars, lancée par les super mannequins, a lamentablement échoué. Stromae, Adamo et Annie Cordy sont-ils toujours en vie dans ce bunker? Vous le saurez dans les prochaines éditions. Merci Thérèse pour vos investigations. Sans transition, éclairage, puisque la cantine d'une société Ce fabriquée sont des stouffeurs. La drache ne leur fait pas peur. Ils agissent en stomali. Ce sont les super mannequins. Super mannequins. Super mannequins. Merci d'avoir été parmi nous sur Radio Panique 105.4 FM. Nous remercions notre invité Michel Van Langdendo. Désolée de le prononcer si mal. C'était pas si mal. Merci à Thibaut et à Clémentine à la technique. Nous remercions également le Xara SBL et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube au nom de Collectouf qui s'écrit KO2LEKTOEF. Merci à tous. Ciao, bonne soirée. Au revoir.